Ça part toujours d'une observation de quelque chose qui attrape mon regard. Et à partir d'un matériau observé, capté, enregistré, j'assemble. Pour les Indes galantes, c'était assez simple parce que dès le début, je voulais reconstituer un peu ce que les crumpers, ces danseurs, appellent le battle, qui est des danseurs au cœur du cercle, d'autres danseurs ou des spectateurs autour qui encouragent ou qui accompagnent dans l'énergie, dans le mouvement, ces danseurs, et toujours des smartphones, des gens qui prennent des images de ce qui est en train de se passer. Ce qui m'intéressait, c'était de traiter ma propre caméra comme si c'était presque un smartphone d'un danseur, sauf que c'est une petite caméra, donc très peu visible, mais qui est plus perfectionnée qu'un smartphone ou qui a une qualité d'image quand même différente. Une fois que la mise en scène était faite, qui était assez simple, de cacher ces opérateurs à l'intérieur du public, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être au milieu d'eux. C'est un point de vue qui est impossible à faire, par exemple, pour la scène, quand le spectateur est dans son fauteuil, il regarde la scène sur la scène de l'opéra. Là, c'était vraiment, comme on pourrait dire, embedded, quoi. Ça raconte un petit peu cet équilibre que je cherche entre quelque chose qui fonctionne totalement à l'énergie, à la captation, à l'accident, et quelque chose qui est beaucoup plus contrôlé, mis en scène, et ici chorégraphié. Et au montage, j'ai un peu rééquilibré ou choisi plutôt certaines improvisations, plutôt d'autres ou certaines prises que d'autres. Donc le montage permet de réorganiser ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est une espèce d'équilibre, déséquilibre entre l'accident, quelque chose qui surgit et qu'on décide d'accueillir ou pas, et quelque chose où on sait que c'est ça qu'on veut et on ne lâche pas tant qu'on ne l'a pas enregistré, quoi. C'est un opéra qui est fait pour produire des images. Moi, je me mets au service de la musique et des visions que cette musique provoque en moi. Là, c'est aussi un dialogue fort avec le directeur musical pour comment faire entendre Rameau. C'est-à-dire que là, on va l'entendre d'une certaine manière, qui n'est pas forcément celle que lui refera peut-être plus tard ou ce qui a été fait avant. Mais c'est Rameau qui donne d'abord l'émotion, c'est Rameau qui donne tout. Et la musique est une sorte de piste de décollage pour un spectacle de machinerie, de couleurs, de mouvements de corps. Il est fait pour éblouir. Voilà. Enfin, divertir, étymologiquement, c'est détourner aussi le regard. Et donc c'est prendre congé du monde et s'en échapper pour plonger dans un monde qui n'est qu'illusion, qui est une illusion absolue et totale. Le cinéma de grand spectacle est directement l'héritier de cette tradition d'opéra, de suspendre le spectateur au monde et de l'envoyer dans un monde entièrement faux et dont il va plonger avec bonheur. Et ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que c'est que le divertissement, qu'est-ce que c'est que cette volonté. Et en plus, c'est un moment très particulier de l'histoire de l'homme occidental. C'est un moment donné où il cesse de croire à la magie, à la superstition et aux religieux, mais il veut continuer à croire et à être émerveillé. Et en fait, l'opéra est là pour l'enchanter, en fait. Le travail avec les acteurs est assez proche du travail avec des chanteurs ou des danseurs. Travailler avec une chorégraphe aussi, c'est comme une chaîne d'interprétation. J'ai une vision et je demande à une chorégraphe d'interpréter cette vision par le mouvement, qui elle va demander d'exécuter des mouvements à des danseurs qui vont eux-mêmes interpréter. C'est une sorte de chaîne de confiance et d'interprétation, et où des fois le mouvement des danseurs peut modifier ma vision, ou parfois ma vision peut modifier un mouvement chorégraphique. C'est-à-dire c'est des choses c'est un dialogue, quoi, c'est un échange. Mais qui jusqu'à présent s'était fait plutôt avec des acteurs, des compositeurs, un opérateur caméra, et qui là passe vraiment sur la scène et dans le mouvement et dans la musique. Donc c'est juste
le mode opératoire qui change, mais le principe de collaboration avec d'autres, avec des interprètes ou des techniciens ou d'autres artistes, ça c'est quelque chose que j'ai déjà eu. Mon intérêt profond pour le groupe ou le commun, c'est l'origine de mon métier, en fait, de la fiction, de raconter des histoires. Moi, je crois qu'une communauté commence quand des hommes et des femmes commencent à se raconter les mêmes histoires et à croire à ces histoires. Et que ce qui rassemble, c'est un récit. Dans ce que ça peut avoir de plus dangereux, comme de plus beau ou poétique ou lumineux. C'est-à-dire à quel point le récit a un ciment politique, mais aussi une espèce de projet spirituel. Enfin, en tout cas, quelque chose qui donne un sens au réel ou qui permet de relier des points de la réalité qui sont a priori dissociés et sans rapport, mais que le récit mythologique, c'est un récit qui relie des choses, et le mot religio, du religieux, c'est le fait de relier. L'utopie et le paradis sont des non-récits puisqu'il n'y a pas de conflit, puisqu'il n'y a pas d'antagonisme. Et c'est à partir du moment où l'individu et la communauté se confrontent à une autre communauté ou un autre individu que commence le récit. On se raconte des histoires parce que le réel ne suffit pas. Et donc qu'est-ce qui nous manque dans ce réel-là pour qu'on ait besoin de se raconter autant d'histoires. Et souvent dans mes personnages, dans mes images, il y a cette idée qu'il y a quelque part autour d'eux un espace, une espèce d'absolu. Dans Braguino, c'est la nature, ou l'idée qu'il y a quelque part une lumière et des personnages qui n'y ont pas accès, mais ils sentent la présence de cet absolu, ou de cette lumière, ou de cette immensité, et que ça les met en mouvement. Et ça peut avoir une dimension spirituelle, mais ça peut être aussi une dimension esthétique ou politique. Il y a une chose que je sais, dont je suis sûr, c'est que la caméra modifie les paramètres d'une situation. Même que la caméra était en simple observatrice ou que toutes les choses étaient mises en scène pour la caméra ou pas, de toute façon la caméra elle modifie la position des personnes dans l'espace, le corps de l'opérateur a une présence physique qui fait que les choses ne se passent pas exactement de la même manière s'il y a une caméra ou pas. Et ensuite, moi ça m'intéresse autant de faire oublier cette présence-là que par moment, même dans le même film ou au cours de montage, de tout d'un coup attester la présence de la caméra et de jouer sur une espèce de balance comme ça entre des moments où la caméra est très présente ou intrusive, où on atteste de sa présence, et des moments où elle est là comme un œil prétendument invisible, que le spectateur bascule d'une espèce d'immersion parfois dans un monde où il oublie totalement la présence de la caméra, et puis par moments, hop, de lui rappeler que tout ça est sous l'œil d'un visiteur ou d'un observateur. Donc de manière générale, je fais quand même assez confiance au hors-champ et à l'ellipse. L'idée qu'il y ait des choses qui manquent au récit, au spectateur, et que je crois aussi que quand on cadre, on décide autant de ce qui sera dans le cadre que ce qui ne sera pas dans le cadre. Et ça se joue à la fois au tournage et aussi au montage. C'est-à-dire qu'au tournage, des fois, on sait très bien que c'est ça qu'on peut filmer, et que ça parle de quelque chose qui est ailleurs, mais qu'on filme l'effet de la chose ou la conséquence de la chose, mais qu'on ne filme pas la chose elle-même. Et des fois, c'est totalement aléatoire, où la caméra est à cet endroit-là, à ce moment-là donné, alors que l'événement se produit, et la caméra a filmé ça, et ça s'est produit de manière accidentelle. Dans Braguino, il y a l'ours qui surgit dans le champ. J'ai pas le temps, ni l'opérateur, personne ne se dit comment on va le filmer. Il surgit et la caméra est là et elle tourne et c'est tout, quoi. Et ensuite c'est au montage où on essaie d'organiser, de faire des coupes ou d'organiser ce matériau. Mais c'est un aller-retour entre des fois des choix qui sont conscients et des fois qui sont pas conscients, qui sont soit totalement intuitifs.
soit qui sont accidentelles, c'est-à-dire que la caméra a enregistré quelque chose et on décide si on l'accueille dans le film ou pas sur la table de montage. Мы хозяева этой земли. Да ладно, ну у нас охота будет. Есть документы на эту землю. Utiliser du noir dans des montages, ça a une dimension pour moi aussi fondamentale que le hors-champ ou l'ellipse. En fait, ça permet presque de laver l'œil, c'est-à-dire comme dans des diapositives où on a enregistré une autre image et avant d'arriver, on fait un saut avant d'arriver dans une autre image. Et ça permet aussi de faire résonner certains mots ou certains sons sans image. Et ça veut dire qu'on peut envoyer une information au spectateur dans le noir et ensuite faire apparaître une image. Et l'image peut confirmer l'information qu'on a entendue ou la contredire. Ça permet aussi de préparer l'arrivée d'une image, de la laisser exister et ensuite de repartir dans du récit. Et c'est presque... Enfin, il y a une... C'est difficile, même dans le montage, de trouver un protocole pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, tout d'un coup, l'image, elle permet d'accueillir beaucoup de texte, des fois pas du tout. Et c'est comme si chaque fois, il fallait réinventer un petit peu la règle pour chaque image, comment elle va apparaître ou pas. Et ce qui change dans l'installation de Heavy Eye, c'est que j'utilise un écran LED. Donc il y a quelque chose de très très immersif. C'est vraiment des écrans qu'on trouve à Times Square ou dans les aéroports ou sur les gros salons. Et quand ces écrans n'affichent pas de signal, ils sont complètement noirs. Alors qu'au cinéma, quand le projecteur n'envoie pas d'image, on a un écran blanc dans une salle éteinte. Alors que dans l'installation, quand l'écran n'affiche pas d'image, on est dans un noir absolu. On est perdu dans vraiment des ténèbres très, très profondes, quoi. On est dans une espèce de grotte où on est soit illuminé et presque aveuglé par l'image, soit plongé dans l'obscurité la plus totale. Et cette balance entre ces deux extrêmes, ça m'intéresse beaucoup. À quel point l'œil du spectateur est soumis à un flux presque autoritaire ou totalitaire d'images, desquelles il ne peut pas détourner les yeux et qui sont une espèce de séduction absolue, et où soit il est perdu et seul dans les ténèbres, quoi. Voilà. Ça, c'est une espèce de vision qui est entre, je sais pas, Hollywood et Platon, quoi. Enfin, la caverne, l'œil du spectateur qui est entre ces deux pôles, quoi, d'une fiction totalitaire ou tâtonnée dans les ténèbres, quoi. Dans The Heavy Eye, la vidéo qui est présentée là dans l'exposition, enfin cette installation vidéo, c'est des images que je n'ai pas tournées, dont j'ai acheté les droits à des banques d'images pour pouvoir les utiliser. Donc c'est des images qui sont destinées à la publicité, à des campagnes politiques. C'est des images qui sont destinées à vendre ou à convaincre. C'est purement un film de montage et qui, je pense, appartient à la famille, disons, plus analytique de mon travail. Enfin, c'est presque l'anti-Braguino ou l'anti-Les Indes galantes, qui sont des films qui fonctionnent beaucoup plus à une captation sensible ou de l'énergie. Là, il n'y a aucune énergie. Chaque corps est quasiment, est très très mis à distance par la manière de le filmer, de le représenter, par la lumière, par les filtres d'effets. Et donc il y a un protocole de ma part aussi qui est beaucoup plus conscient et qui est aussi plus critique envers les images que j'assemble. Mais en même temps, dans Braguino, il y a des moments du montage où je suis aussi critique, où je montre par exemple une distance que je prends par rapport au personnage. La dimension paranoïaque, par exemple, que je mets un petit peu à distance dans Braguino. Là, ce qui m'intéresse dans The Heavy Eye, c'est une interrogation sur le rapport entre séduction et l'impact quasiment totalitaire qu'a une image sur l'œil du regardeur. C'est-à-dire comment à la fois on est totalement hypnotisé par l'image et à la fois on a envie de lui échapper, quoi, et on ne peut pas. Et en même temps, dans le processus de montage, il y a une part de laboratoire, où comme si dans des mêmes fluides, on mélange des éléments chimiques et on ne sait pas exactement comment ça va réagir. Comment est-ce que cette image-là pourrait réagir autrement que ce pourquoi elle a été faite? Et c'est une espèce de triangulaire entre ce qu'on voit, ce qu'on entend en termes de sensations musicales ou sonores et le langage. Et comment une image associée à un certain son et un certain mot produit un effet potentiellement radicalement différent que ce pourquoi l'image a été produite. Toutes ces images sont en fait un catalogue de stéréotypes. Ce sont que des déjà-vus.
Par un certain assemblage, tout d'un coup, derrière un visage qui sourit d'une certaine manière, peut apparaître une mélancolie profonde. C'est juste d'analyser l'image en elle-même et dire qu'est-ce qui est contenu dans l'image et qu'est-ce qu'on veut lui faire dire ou pas. Et dans ma manière de monter, c'est quelque chose que j'explore énormément. Et en fait, on peut produire des contresens tout le temps sur une image, quoi. Mais en fait, créateur, producteur, c'est le même cerveau. Quand arrive le projet, très vite, je sens s'il est plutôt destiné à un espace immersif et qu'il faut que je lui donne des conditions pour être vu, comme ici de Heavy Lies, c'est-à-dire que c'est une vidéo que je ne montre pas dans des salles de cinéma, qui a besoin d'un gradin, qui a besoin de l'écran LED et de l'obscurité totale. Et par exemple, un film comme Braguino, ou mon premier long métrage Ni le ciel ni la terre, je sais que ça va être une forme plus longue, qui va reprendre des codes de fiction ou de documentaire. Et aussi pour le financer, je vais aller chercher des moyens dans cette direction-là. En fait, il n'y a vraiment aucune règle, c'est un petit peu film après film, vidéo après vidéo, que je délimite un peu le terrain de jeu et ses conditions d'apparition. По лесу, когда идешь, вот именно, это видишь эту красоту, и даже не веришь, идешь, вроде так хорошо, красиво.